Loïc Roussel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le DG d'une grande école d'ingénieurs post-bac. Alors, ma première question, elle va être simple. Écoutez, c'est quel est l'ADN de l'ESIEA? Écoutez, le SUA, déjà, c'est une histoire qui a plus de 60 ans, parce qu'elle a été créée par un entrepreneur en 1958. Et la particularité, déjà, de la fondation de l'ESUA, donc École du numérique depuis plus de 60 ans, c'est que son fondateur, Maurice Lafargue, a donné l'école, quelques années après, à l'Association des anciens élèves. Donc c'est toujours aujourd'hui une association non lucrative qui est reconnue d'intérêt général et qui appartient, entre guillemets, à ses anciens élèves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnaire, et c'est les anciens élèves qui la gouvernent bénévolement. Donc ça fait que vraiment chaque euro qui rentre dans le SUA est vraiment investi pour la réussite des étudiants et pour rien d'autre. Et vous me disiez justement, quand on préparait cet entretien, qu'avant de prendre ce poste de DG, vous passiez du temps bénévolement pour l'école. Bah, tout à fait, moi j'ai fait partie pendant pas mal d'années de ce conseil d'administration qui est composé en majorité d'anciens élèves pour que ce système reste périn, puis qui est ouvert aussi évidemment à des étudiants de l'école, des salariés de l'école et des personnalités extérieures, mais qui en majorité restent ces anciens élèves. Et ça a un côté aussi assez sympathique sur le réseau, puisque comme l'école appartient entre guillemets à ses anciens élèves, ça veut dire que ce réseau professionnel des plus de 10 000 alumni qui sont sortis de l'ESUA depuis toutes ces dizaines d'années sont encore plus impliqués et encore plus envie de tendre la main aux étudiants pour les aider à trouver des stages, puis tout au long de leur carrière professionnelle, parce qu'il y a cette appartenance qui, même si elle est symbolique, puisque ça leur rapporte rien évidemment d'avoir l'école, mais qui rend ce réseau encore plus soudé que dans une école plus classique. Alors, dans la baseline de votre école, si j'ai bonne mémoire, il y a écrit l'école des ingénieurs du numérique utile. Alors, pourquoi le mot utile? Alors on a fait cette baseline il y a plusieurs années maintenant parce qu'on a énormément intégré tout le RSE, on va dire au sens large. Le SUA, le numérique reste un domaine qui est très polluant, en tout cas qui peut être très polluant. Et donc on a à cœur que nos étudiants en fassent un bon usage. On peut faire du numérique qui va polluer dans tous les cas, mais apporter finalement peu de choses à la société. Et nous, on essaye que nos étudiants, que ce soit au travers de leurs projets de formation humaine, qui sont tous inscrits dans les objectifs de développement durable de l'ONU, que ce soit dans les projets techniques sur lesquels on va les faire travailler, sur par exemple des petits boîtiers qui vont aider les ruches à aller mieux, ou des choses qui vont servir pour la planète au sens large. Même nos bâtiments, là on construit un nouveau bâtiment à Ivry-sur-Seine qui va être fini de construire d'ici 1 an. C'est un bâtiment qui est complètement autonome en eau, en électricité. On essaye de montrer que le numérique peut être une vraie solution pour améliorer les choses, les rendre justement plus écologiques. Et c'est cette notion qu'on a envie de transmettre à nos étudiants et qu'on a mis dès la baseline de l'école. Alors, si on balaye rapidement le spectre des formations proposées, une formation CTI, ingénieur en 5 ans, des bachelors, et puis des formations de type RNCP 7 en bac plus 5. C'est ça, la formation historique qu'on a depuis plus de 60 ans à Paris et puis depuis plus de 30 ans maintenant à Laval, c'est donc la formation d'ingénieur accessible post-prépa ou post-bac. On a aussi des bachelors, un bachelor en cybersécurité, donc vraiment fait pour former des techniciens en bac plus 3, et un bachelor en développement logiciel et un bachelor en architecture des systèmes d'information, qui sont faits vraiment pour les passionnés de l'informatique et qui sont pensés en 5 ans, donc on peut prolonger sur des titres RNCP qu'on appelle nos programmes experts, donc qui forment des experts de l'informatique en 5 ans. Et puis on a aussi des formations bac plus 6, un master spécialisé en cybersécurité, un en management de l'intelligence artificielle avec Schema, qui se passe à moitié chez eux, à moitié chez nous, et puis des badges, donc des formations là, vraiment de formation continue en cybersécurité. Alors, vous avez cité 2 campus, votre campus historique en région parisienne, celui de Laval, mais il me semble que vous avez d'autres campus en France, notamment Dax. Alors on a maintenant 2 campus à Dax et à Agen dans le sud-ouest depuis à peine 1 an maintenant, sur lequel on fait justement nos programmes experts, c'est-à-dire ces formations en 5 ans pour les passionnés d'informatique. Alors, votre école, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie des écoles d'ingénieurs de spécialité, spécialisées? Alors ça reste assez spécialisé dans le sens où, alors c'est un diplôme généraliste, c'est pas un diplôme spécialisé au sens de la commission d'études d'ingénieur, c'est un diplôme généraliste d'ingénieur, mais qui est très spécialisé puisqu'on fait beaucoup de numérique, on ne fait pas du tout de bâtiment, de biologie, de physique. On fait vraiment des mathématiques et de l'informatique pour l'informatique, donc intelligence artificielle, cybersécurité, un petit peu de réalité virtuelle sur notre campus de Laval aussi, qui est une spécificité un peu locale du campus, et on fait un peu aussi d'électronique, voilà, pour l'informatique. Alors, expliquez-nous le cursus CTI donc en 5 ans, avec ces fameuses 2 années de prépa intégrée. Ces fameuses 2 années, en fait, on fait quoi par rapport aux 3 années suivantes? Alors les 2 années restent quand même avec un petit peu plus de matière théorique type maths physique.
Ça reste quand même un cursus préparatoire assez généraliste. Mais comme c'est une prépa intégrée, on va faire déjà beaucoup d'informatique. On fait déjà beaucoup de projets techniques, projets de formation humaine pendant ces 2 années-là. Et puis ensuite, quand on arrive dans l'école d'ingénieur, là, on va vraiment se spécialiser à l'intérieur du numérique et donc choisir entre du développement logiciel, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de l'électronique embarquée ou de la réalité virtuelle sur le campus de Laval. Une école avec une prépa intégrée, donc ces 2 fameuses années, puis ensuite ces 3 années, est-ce que ça correspond finalement à des profils d'étudiants très différents de ceux qui vont faire des prépas ingénieurs classiques? Alors je pense que c'est des profils peut-être qui ont beaucoup de similarités parce que ça reste des études de classe préparatoire avec un niveau d'exigence très élevé. Mais la différence, je pense que c'est ceux qui nous rejoignent des post-bac savent ce qu'ils veulent faire. S'ils savent qu'ils veulent faire de l'informatique après, ils n'ont aucun intérêt d'aller dans 2 ans de prépa généraliste où ils vont apprendre plein de choses qui ne leur servent pas et repousser le moment où ils vont vraiment mettre les mains dans leur passion. Alors que nous, dès les premières années, ils vont faire des projets concrets en informatique et ils vont avoir évidemment beaucoup plus d'informatique que ce qu'il y a dans une classe prépa classique. Non, vous êtes sur des métiers qui sont vraiment très évolutifs, hein. On le voit avec l'IA ou avec la cybersécurité. Comment vous arrivez à suivre? L'intelligence artificielle, c'était la thèse de Maurice Lafargue en 1958, donc on en fait depuis la création de l'école. Et la cybersécurité, les premiers cours étaient en 1990 par David Poincheval à l'époque. Moi d'ailleurs, jeune étudiant en 2000 au lycée, quand j'ai fait cette école, c'est justement parce que j'étais passionné de cybersécurité et que c'était déjà une référence dans la cybersécurité. Et c'est vrai que comme on est un peu les fondateurs de ces domaines-là en France, au fur et à mesure que le monde évolue, le SUA évolue avec, et surtout une des clés pour être sûr d'être toujours au goût du jour, c'est qu'on a nos laboratoires de recherche qui sont parfaitement en phase avec ça, puisqu'on a 2 gros laboratoires de recherche en interne à l'ESUA, en propre, qui sont labellisés HERS, en intelligence artificielle et data, et un en cybersécurité. Alors aujourd'hui, plus d'écoles d'ingénieurs quasiment sans Fab Lab? Alors effectivement, nous on a des très grands Fab Labs parce qu'on fait justement de l'informatique et de l'électronique et que ces machines qu'on trouve dans les Fab Labs sont souvent à commande numérique. Il y a 2 spécificités dans les Fab Labs de l'ESUA qu'on appelle Open Lab. La première, c'est qu'ils sont entièrement gérés par les étudiants. Ce n'est pas un salarié de l'école, un Fab Lab manager qui va s'en occuper. C'est vraiment les étudiants eux-mêmes qui vont se former entre eux. Donc il y a tout un système avec une plateforme logicielle qu'ils ont développée d'ailleurs eux-mêmes, les étudiants aussi, qui va permettre de faire toute cette gestion. Donc là, ils sont en train de vraiment faire leur métier d'ingénieur quand ils font ça et c'est ça qu'on aime. Et les machines, comme je disais, c'est vraiment nos spécialités, hein, l'informatique, l'électronique. La plupart des machines sont fabriquées même en interne à l'ESUA. Donc on a des machines qui sont plutôt plus performantes et plus innovantes qu'ailleurs et qui nous servent aussi de projets de recherche et de projets pédagogiques pour les étudiants. Mais par exemple, les Fab Labs, les étudiants qui sont en prépa intégrée, y ont accès? Oui, bien sûr, dès la première année, ils ont accès aussi bien à l'utilisation que même parfois à la participation au projet, c'est-à-dire à peut-être faire leur projet technique de l'année sur comment on fait évoluer une découpeuse laser ou une CNC à commande numérique pour ajouter une caméra, de l'intelligence artificielle, caler les pièces de façon automatique. Tout un tas de fonctionnalités qui ne se trouveraient pas dans le commerce. Ce sont des machines qui peuvent coûter des centaines de milliers d'euros dans le commerce et qui finalement sont développées en espèce d'innovation continue au sein de l'école. Est-ce qui veut dire que très tôt, ils sont confrontés à des cas pratiques? Alors ils sont très tôt confrontés à des cas pratiques et plus on les met dans des cas réels, innovants et avec des sociétés partenaires ou des alumni de l'école qui sont maintenant dans des sociétés en train de travailler, on aime beaucoup aussi ce lien-là parce que ça les fait progresser beaucoup plus vite et c'est aussi très enrichissant pour eux d'avoir ce contact un peu direct avec un commanditaire extérieur. Alors si j'ai bien compris, sur les premiers mois de scolarité, vous avez mis en place le fameux pass ESIA. Expliquez-nous à quoi ça correspond. Alors le pass ESIA, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps à l'ESUA, ça fait longtemps qu'on prenait des bac ES spécialité maths, c'est-à-dire dès que la commission d'études d'ingénieur a autorisé à prendre autre chose que des bac S purs. Ce qui n'est pas évident. Et on l'a adapté au fur et à mesure des années, et donc bien sûr avec la réforme du bac, où là on a des profils encore plus différents qu'avant qui arrivent, puisqu'on peut prendre des spécialités assez différentes, d'autant plus qu'à l'ESUA, on accepte aussi les profils qui n'ont qu'une seule science, on n'a pas que les parcours de sciences, les deux sont possibles. Mais pour faire ça correctement, forcément, des étudiants qui viennent de profils différents, il faut les remettre tous au même niveau, notamment en mathématiques, un petit peu en physique aussi. Et donc on a un grand séminaire qui dure 5 semaines, pendant lesquels on va vraiment réussir à tous leur remettre les bases dont ils ont besoin pour pouvoir être tous ensemble dans les mêmes classes, mais suivre dans des bonnes conditions, quelle que soit leur filière précédente. Et j'ai cru comprendre que ça pouvait éventuellement se poursuivre un peu. Alors ça se poursuit. Pour ceux qui auraient plus de difficultés que d'autres. Ça se poursuit un peu. On a tous un système d'ateliers optionnels aussi les jeudis après-midi pour ceux qui ont du mal en mathématiques, informatique ou physique. Et puis on a aussi bien sûr l'équivalent pour les admissions post-préparatoires, puisque là ils vont avoir aussi beaucoup de cours qu'ils n'auront pas eu en prépa classique par rapport à nos prépas intégrés.
Donc on a cette même logique de passe pour les remettre à niveau. Pareil pour les admissions parallèles, on prend des cursus en bac+1, en bac+2 qui viennent de réorientation de parcours et tout un tas de cursus différents, donc il faut bien qu'on les adapte. Ce qui veut dire que finalement, en fin d'année pour une promo, vous avez vraiment des profils différents des autres écoles? L'idée, c'est qu'à la sortie, évidemment, ils sortent tous avec les mêmes compétences et le même diplôme, mais on a ce large panel en fait, de profils très différents en entrée et on les accompagne pour qu'ils arrivent tous à la même finalité. C'est important l'international dans une grande école d'ingénieurs comme la vôtre? Alors international, c'est important. On peut se dire dans l'informatique, ils auront tous des CDI avec des dizaines de jobs, ce qui est le cas, et puis des salaires qui montent d'année en année. On est au-delà des 46 000 € même maintenant de salaire de sortie sur un ingénieur. Mais il y a quand même 45 000 ou quelque chose comme ça, ingénieurs diplômés tous les ans, donc on pense que c'est quand même important de se différencier. Nous, on a plus de 90 partenaires à l'international pour aller faire des semestres à l'étranger. Donc ils partent tous minimum un semestre entier à l'étranger et on leur conseille même de repartir une deuxième fois. Donc ça peut être vraiment, on en a sur tous les continents, ça peut être Flinders en Australie, l'Université de Tokyo, Concordia au Canada. Ça c'est vraiment le minimum à la sortie. Puis on a aussi beaucoup de doubles diplômes, dont 74 là aussi à l'international. Et donc c'est une possibilité de sortir avec le diplôme de l'ESUA, plus le diplôme par exemple de Concordia, le tout en 5 ans, puisque ça se fait en parallèle de la 5e année. Alors, à côté de votre, on va dire, de votre cursus phare, hein, qui est cursus en 2+3, qui aboutit au diplôme d'ingénieur, vous avez monté des formations courtes, en 3 ans notamment, des bachelors. Alors, fondamentalement, c'est quoi, à part la durée évidemment, entre un bachelor et votre diplôme en 5 ans, quelles sont les différences? Les différences de perspective, les différences de métier? Est-ce qu'on fait le bachelor pour automatiquement poursuivre en 5 ans? Comment ça se passe? Alors nous, on a créé il y a 3 ans un bachelor en cybersécurité, vraiment dans le but de former des bac+3 des techniciens, c'est-à-dire pas forcément avec de la poursuite d'études, même si elle est tout à fait possible, hein, d'autant plus qu'il a l'équivalent grade de licence puisqu'il est normé par la CTI. Mais le but, c'était vraiment de répondre à une demande. En fait, c'est le ministère de l'Intérieur qui est venu nous voir en nous demandant de former des techniciens en cyber, puisqu'on ne formait que des experts en 5 ans jusque-là, et qui nous a dit, nous, on veut aussi des techniciens, des analystes SOC, voilà. Parce qu'il y a aussi des demandes. En fait, la cybersécurité étant partout maintenant dans tous les domaines, on a besoin d'un peu de tous les types de métiers, et c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de formation pour les profils techniciens. Mais c'est un recrutement de profils très différents. C'est très différent, et du coup, on leur apprend évidemment pas tout à fait la même chose que les 3 premières années d'une école d'ingénieur, par exemple. Parce que là, on va vraiment les professionnaliser pour qu'au bout de 3 ans, ils soient vraiment prêts sur le marché, d'autant plus que la 3e année est en apprentissage. Donc il y a 2 années complètement chez nous, et puis une 3e année en apprentissage. On commence à leur mettre le pied dans le métier, et en fin de 3e année, ils sont vraiment prêts à travailler à l'entreprise. Et vous avez un autre bachelor que la cybersécurité? Et ensuite, on a aussi 2 autres bachelors, donc qu'on appelle nos programmes experts, un en ingénierie du logiciel et un en architecture des systèmes d'information, donc la partie un peu plus bas niveau et matérielle. Mais ces 2-là sont vraiment pensés, même s'il y a un bachelor évidemment avec un diplôme à la fin des 3 ans, ceux-là sont vraiment pensés pour suite d'études et sont plutôt pensés sur un cursus en 5 ans pour devenir vraiment des experts de ces domaines-là avec un bac+5 à la sortie. Alors quand vous dites cursus en 5 ans, ça veut dire qu'on réembraye sur le cursus de l'ESUA ou c'est-à-dire que la très très large majorité, plus de 90%, vont à la fin de leur bachelor aller sur les programmes experts donc de bac+5 et faire 2 ans d'études supplémentaires. Alors vous l'avez dit à plusieurs reprises, mes perspectives en termes d'emploi sur le numérique sont assez optimistes pour les années qui viennent. Alors elles sont incroyablement hautes aujourd'hui et ça va continuer de s'amplifier, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de domaines qui utilisent l'informatique. Rien qu'en cybersécurité, pour prendre seulement un exemple d'un domaine précis, à l'échelle mondiale, c'est 3 millions de postes par an qui manquent. Donc 3 millions par an, c'est vraiment colossal, et rien qu'en France, c'est plus de 50 000. Donc c'est-à-dire que toutes les écoles d'ingénieurs réunies de tous les domaines diplôment à peine ce qu'il faudrait juste en numérique par an. Donc ça montre bien que la tendance n'est pas prête de s'inverser. Et que pendant des dizaines d'années, il y aura toujours ce gouffre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y aura toujours beaucoup plus de besoins dans les entreprises que d'ingénieurs informaticiens diplômés, ça c'est très clair. Alors on ne peut pas se quitter sans aborder une question inévitable pour les grandes écoles d'ingénieurs, c'est la place des femmes. Et effectivement ce souci d'attirer un nombre croissant de jeunes femmes sur vos cursus. Déjà, est-ce que vous êtes, vous, content des chiffres de parité de votre école? Alors content, non, on sera content que quand on arrivera à avoir une vraie parité justement. Là pour le moment on a à peu près 20% de filles à l'ESUA, ce qui est à la fois très peu par rapport à tous les garçons qu'on a, ce qui est aussi peu par rapport
à toutes les écoles d'ingénieurs en général, où là, la statistique est quelques pourcents au-dessus, tout simplement parce qu'il y a des domaines comme la biologie, Voilà, ça dépend des ou domaines. voilà, l'agro, où là, c'est l'inverse, hein, ils ont 80-90% de filles. Par contre, si on compare avec les statistiques du Syntec, ou en gros les statistiques du numérique ou des métiers du numérique à la sortie, on est à plus de 2 fois la statistique dans le numérique, donc c'est déjà très bien, et ça monte d'année en année. Après, malheureusement, ça monte moins vite qu'on le voudrait, et surtout, il y a de moins en moins de bachelières qui arrivent avec des options scientifiques, malheureusement, depuis la réforme du bac, il y a vraiment une baisse très très forte des maths en fait par les filles au lycée. Et donc s'il y en a moins qui arrivent au bac, Forcément. ça va être dur de continuer à faire monter nos chiffres chez nous. Mais on fait beaucoup d'efforts. On était encore avec Centrale Supélec la semaine dernière à animer des ateliers pour les 8 à 10 ans de robotique pour les filles, dans lequel il y a eu beaucoup de participants. Donc on essaye d'aller les prendre le plus jeunes possible pour susciter des envies et leur donner envie de venir après faire des études d'ingénieur et puis évidemment le SUA. Alors si on se revoit dans quelques années ici, qu'est-ce que vous me direz nouveau? Des nouveaux campus, des nouvelles formations? Alors là, on construit 18 000 m² au pied du métro livré dans un an, donc je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant qu'on s'agrandisse encore, peut-être. Livré au pied de quel métro? Alors au pied du métro 7, mairie d'Ivry. Donc on reste à Ivry, mais on se décale de quelques centaines de mètres, ce qui nous permettra d'avoir un campus beaucoup plus grand et puis surtout un campus vraiment très orienté écologie, comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup de projets qu'on va pouvoir faire au sein même du bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment lui-même devient un vrai bac à sable pédagogique qui va servir d'innovation pour les chercheurs et pour les étudiants. Donc ça c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur. On voulait que le bâtiment lui-même devienne vraiment un outil pédagogique. Alors vous avez un bâtiment important, finalement, un centre important à Laval. Vous arrivez à animer une vie entre les différents diplômés pour qu'il y ait un esprit de corps entre ceux qui sont à Laval, ceux qui sont à Paris? Tout à fait, c'est une vraie problématique. En fait, ce qu'on fait, c'est que déjà, quand ils arrivent en première année, la première semaine où ils arrivent à l'ESUA, on les mélange 3 jours tous ensemble, Paris comme Laval, et on les sort on les sort de chez eux, on les sort du lycée aussi, parce qu'ils font du théâtre, de la musique, de la danse, du chant, des choses qui sont volontairement un petit peu déstabilisantes, qui permet aussi de souder mieux les promotions et d'avoir beaucoup plus d'entraide entre les étudiants, et on sait que ça les fait mieux travailler ensemble, et aussi aller plus loin sur les projets, être plus ambitieux. Ils peuvent avoir des projets communs entre campus? Et ils peuvent tout à fait, ils ont des projets communs. En fait, les gros projets associatifs sont très souvent intercampus. Et en termes d'équipement, Laval est au niveau de Paris? Oui, typiquement les Open Labs, on les a évidemment mis sur nos 2 campus. Là, on a vraiment un très beau campus à Laval qui nous avait été construit par le département, parce que c'était la première école d'ingénieurs à s'installer en Mayenne. Et encore aujourd'hui, le bâtiment est extrêmement bien entretenu. Là, on est en cours d'agrandissement de ce bâtiment aussi pour le rendre encore plus attractif, avec notamment presque 900 m² autour de la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et un grand data center de recherche dans lequel on pourra faire de l'intelligence artificielle et de la cyber. Tous les grands sujets de demain. Le tout en restant dans l'écologie, puisque ce data center qu'on va rajouter dans le bâtiment existant à Laval, sa chaleur fatale générée, qui d'habitude est perdue, elle va être réinjectée dans le bâtiment existant, pas seulement dans le nouveau bâtiment. Et on va ne plus du tout avoir de chauffage au gaz, on va remplacer le chauffage au gaz en intégralité par de l'énergie gratuite qui aura été perdue dans un autre cas. Donc ça permet de montrer aussi que le numérique peut être utile et aller dans le bon sens quand on fait les bons choix dès le début. Et on comprend mieux votre baseline. Loïc Roussel, merci pour cet échange. Merci.